bienvenue sur Monaco Info. Tout de suite, les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous ouvrirons ce journal avec le déplacement du prince Albert II au siège des Nations Unies à New York, où il a déposé officiellement l'instrument de ratification de l'accord de Paris auprès du secrétaire général des Nations Unies. Le Sportel se poursuit en principauté. Une équipe de Monaco Info a pu rencontrer le sprinter paralympique Richard Whitehead. Il était membre du jury du Podium d'or de cette année. La Fondation Cédric et Christophe Lejac organisait son premier tournoi multisport, un événement caritatif qui s'est déroulé au Tennis Club de Cap d'Aille. Après son premier week-end d'ouverture, nous vous ferons découvrir les attractions phares de cette année de la fête foraine du Port Hercule. Et pour clôturer ce journal, nous reviendrons sur le ciné-concert à la Salle Garnier autour du fantôme de l'opéra. Pour débuter ce journal, je vous propose de nous rendre à New York. Le prince Albert II était au siège des Nations Unies ce lundi. Il s'est notamment entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le récit sur place de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Souvenez-vous, nous sommes le 12 décembre 2015, une date historique puisque la communauté internationale s'accorde enfin sur l'avenir de notre planète et de son humanité. 4 mois plus tard, en avril 2016, l'ensemble des pays se retrouvent à l'ONU pour la signature officielle de l'accord de Paris. À l'issue, d'autres étapes vont être nécessaires pour permettre à chacun des pays de ratifier officiellement cet accord sur le climat. À Monaco, l'accord a été voté au Conseil national le 10 octobre. Le souverain vient donc de se rendre à l'ONU en ce début de semaine pour une cérémonie officielle de dépôt de l'instrument de ratification de l'accord de Paris. Le prince Albert II a remis cet instrument de ratification au Conseil juridique de l'ONU devant Ban Ki-moon, le secrétaire général actuel de l'Organisation des Nations Unies. Je suis très heureux que la principauté soit parmi les premiers États, en tout cas les premiers 100 États, à présenter ces instruments de ratification avant la date du 4 novembre, date à laquelle le traité peut entrer en vigueur. Et donc je crois que c'est une grande fierté pour la principauté de prouver qu'elle est à la pointe des États qui prennent très au sérieux ces engagements pris lors de la COP21 et à l'occasion de ce traité. Mais il reste encore beaucoup à faire, et notamment c'est toute la problématique de ce traité. Les engagements, c'est formidable, mais il faut les suivre, il faut qu'il y ait un monitoring et un reporting qui soit le plus efficace possible. Entre la signature le 12 décembre 2015 de l'instrument de ratification de cet accord et ce dépôt officiel, plusieurs étapes ont été nécessaires, un travail mené depuis des mois. Puisque l'accord de Paris demandait au secrétaire général d'organiser au mois d'avril à New York une cérémonie de signature. Donc à partir de là, la mission a été impliquée. Et ensuite, du moment que les États-Unis et la Chine ont déposé leur instrument de ratification lors de la réunion du G20, il était évident que l'accord allait très rapidement rentrer en vigueur, ce qui était d'ailleurs le souhait du secrétaire général et qui avait beaucoup travaillé en ce sens. Donc ensuite, lorsque les 28 États membres de l'Union européenne sont devenus parties, donc les deux conditions à l'accord de Paris, 55 États représentant 55% des émissions étaient atteints, donc il était impossible pour Monaco de rester à l'écart et de ne pas être partie à cet instrument lorsqu'il va rentrer en vigueur le 4 novembre prochain. Sachez pour finir que l'accord de Paris repose sur plusieurs piliers et priorités tels que les contributions de chaque pays à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre jusqu'à une neutralité carbone en 2050. Parmi les clés pour y parvenir, celle du recours aux énergies renouvelables qui seront d'ailleurs au cœur des thématiques abordées lors de la COP22 au Maroc du 7 au 18 novembre. En bref, nous avons assisté à la photo officielle de la saison 2016-2017 de l'équipe de football professionnel de l'AS Monaco. Après l'Opéra Garnier ou encore la Salle des Étoiles, cette année, la photo était prise dans le cadre enchanteur de l'hôtel Hermitage. Prochain match à disputer pour les joueurs de Léonard de Jardim à Saint-Étienne samedi pour la 11e journée de Ligue 1.
Le Sportel se poursuit au Grimaldi Forum avec ce mardi soir les Sportel Awards, cérémonie qui récompense les vidéos de sport les plus remarquables de l'année et les plus beaux ouvrages illustrés. Parmi les membres du jury du Podium d'Or, Richard Whitehead, l'athlète paralympique, un des meilleurs sprinteurs de la planète et détenteur du record du monde de semi-marathon et de marathon. Dominique Poulain l'a rencontré. Cet homme qui se promène dans les allées du Sportel est le détenteur du record mondial des marathons et semi-marathons. Son nom, Richard Whitehead. Il y a 7 ans, il est devenu le premier amputé des jambes à passer sous la barre des 3 heures sur un marathon. Ce Britannique de 40 ans est aussi l'un des meilleurs sprinteurs au monde. Il a remporté une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 sur 200 mètres, un titre qu'il a conservé aux Jeux de Rio en septembre dernier, avec en plus une médaille d'argent sur 100 mètres. Malgré son handicap, sa vie est remplie de challenges. Pour moi, le sport en tant qu'individu m'a ouvert de nombreuses portes. Chacun a un don dans la vie et donc il faut réussir à en faire plus avec cette opportunité, avec ce don, pas seulement pour soi-même, mais pour pouvoir laisser aussi un héritage à la société. Et je pense que c'est très important de le faire et de pouvoir transmettre ces connaissances pour soutenir la prochaine génération d'athlètes. Ce n'est pas juste gagner des médailles, mais c'est aussi donner de l'inspiration au public et avec nos performances, de leur donner de l'espoir. Mais les aspirations de cet athlète hors du commun vont au-delà du simple fait de remporter des courses. Il veut prouver que, malgré son handicap, il a su surmonter des obstacles qui se dressaient face à lui. Après le sport, je veux que l'on se souvienne de moi comme un athlète, comme une personne qui a eu un impact positif sur la société, et non comme un athlète paralympique ou juste quelqu'un qui a gagné des médailles aux Jeux paralympiques. J'ai une responsabilité, celle d'être un modèle pour les athlètes qui ont des handicaps, mais j'espère que les gens se souviendront de moi comme un mec normal qui s'est amusé, qui a pris du plaisir, et qu'avec ce don, il est devenu bon dans ce qu'il faisait, et qu'il a rendu ce qu'il a gagné. To be good at something and giving back as well. Sport isn't just about participation. There's lots of elements of sport. Le sport, ce n'est pas que la participation à des épreuves. Il y a beaucoup d'éléments qui comptent, que ce soit les spectateurs, les fédérations, les volontaires. Donc c'est vraiment important. And hopefully we represent that. J'espère que l'on représente cela et j'aimerais vraiment remercier et aider ceux qui m'ont soutenu. C'est la première fois que ce champion participe au Sportel et pour sa première participation, il rejoint l'équipe des Sportel Awards en tant que membre du jury du Podium d'Or. Sport toujours, mais pour la bonne cause. Dimanche avait lieu au Tennis Club de Cap d'Aille le premier tournoi multisport de la Fondation Cédric et Christophe Lojac. Nous avons suivi les différentes équipes lors de leurs épreuves. Regardez. La pluie n'aura pas eu raison de leur motivation. Ils étaient une centaine de participants à s'être donné rendez-vous pour la bonne cause. Au programme de ce premier tournoi multisport de la Fondation Cédric et Christophe Lojac, basket, beach soccer, pétanque, ping-pong ou encore tir à l'arc. J'avais dit à Christophe, j'avais promis qu'il m'avait parlé de la Fondation, qu'il allait de faire quelque chose pour eux et tout ça, parce que j'avais beaucoup d'amitié, c'était quelqu'un et 2 personnes qui comptaient beaucoup pour moi. Ça a mis un petit peu de temps, puisque ça a mis 3 ans quand même, ou 4 ans, mais j'avais promis à Charles également que j'allais faire quelque chose, et voilà. Donc ça prend en forte tournure. J'espère que c'est le premier, que ça ne sera pas le dernier. J'espère faire mieux et que le temps sera de la partie. C'est un nouvel événement pour la Fondation, sous les idées de Christophe du tennis de Cap d'Aille, où jouaient tout le temps Cédric et Christophe. Il avait cette envie depuis 2-3 ans. Et donc en parlant avec les gens qui s'occupent de la Fondation, si le projet leur convenait, ça leur convenait parfaitement et je pense que c'est pour une première fois sous la pluie, c'est une belle réussite. De voir tous ces gens qui sont là malgré la pluie et que les gens viennent volontiers comme ça, c'est très agréable.
14 équipes se sont affrontées tout au long de la journée. Les participants ont donné de leur personne dans chacune des disciplines, mais toujours avec bonne humeur et convivialité. Alors là, il vous reste 2 minutes. Donc là, ça fait égalité. 4 à 2. On est à un point crucial de la partie. Alors j'ai pas de commentaire, non, c'est impossible ça. Pas encore. Madame Hermino, Non, mais voilà, on arrive à la dernière partie. Ça se joue en 6 et les équipes sont 4-4. Donc il faut essayer de se concentrer pour gagner les 2 points qui manquent. C'est très sympa, on s'amuse beaucoup, plein d'activités, on est tous ensemble, c'est très familial, très sympa. Ça nous tient à cœur, c'est une bonne cause et puis c'est génial, c'est le sport et j'espère qu'on aura bien fait et qu'on va gagner. Et j'espère qu'on aura le gros lot de la tombola à la fin. Et c'est justement l'équipe des Branado qui s'est imposée à l'issue de ce premier tournoi caritatif. Rappelons que la Fondation Cédric et Christophe Lejac a pour mission d'aider de jeunes athlètes de la région dans la pratique de leur sport. À ce jour, 6 sportifs sont soutenus et parmi eux le skieur monégasque Arnaud Alessandria. Je me suis blessé mi-août, donc j'en ai encore pour 3 semaines. Là, je suis censé reprendre le ski aux alentours du 15 novembre. Et les objectifs, ça va déjà être de reprendre, de voir les sensations à la reprise. Ensuite, selon comment ça se passe la reprise, on va envisager un calendrier de course. Et l'objectif cette année, ça serait vraiment d'aller rentrer en top 30 en Coupe d'Europe, en descente, en Super G. Et pourquoi pas essayer d'aller marquer des petits points en Coupe du Monde. Ça va être difficile, mais on travaille pour ça, donc on va essayer. Prochain rendez-vous pour la Fondation Cédric et Christophe Lejac le 15 décembre à la brasserie de Monaco. Cela ne vous a sûrement pas échappé, la foire attraction a pris ses quartiers du côté du Port Hercule et ce jusqu'à la fête nationale. Un rendez-vous familial dans lequel vous entraîne Émilie Rousseau. Comme chaque année à la même époque, c'est le grand retour de la foire attraction en Principauté, l'occasion de retrouver les manèges traditionnels, ceux à sensations, mais aussi les stands gourmands fortement appréciés par la clientèle. Pour profiter pleinement de cet événement sur le Port Hercule, la mairie de Monaco a décidé de renforcer sa sécurité, une décision prise au vu du contexte général particulier. Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau participer à la foire de Monaco. Le gouvernement et la municipalité ont décidé de maintenir cette foire qui est très importante pour nous, mais aussi pour tous les monégasques. Ils ont mis le maximum au niveau de la sécurité, car comme je pense, vous avez pu le constater, tout est grillagé, il y a des points d'entrée avec des agents de sécurité, les maîtres chiens, ce qui sécurise malgré tout quand même le public, les clients de Monaco et surtout limitrophes. Tous les gens des villes d'aventure, ils sont heureux de venir surtout à cette foire de Monaco, et cette année, on ne les prive pas. Alors que les files d'attente se forment petit à petit pour les gourmandises de la foire, les churros et les crêpes, d'autres débutent leur première tournée des manèges, à l'image de Nolan et d'Enora installés à bord du Pirate Jungle, une expérience qu'ils auront vécue aux côtés de leur papa Romain, sous les yeux bienveillants de leur grand-père. Fantastique, génial, c'est survoltant, génial. C'est moi qui ai eu le plus peur. Et du coup, pour le grand-père qui attendait sur le côté, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit justement ces enfants et ces petits-enfants en train de voltiger à droite à gauche? Heureux que mes petits-enfants soient heureux et participent avec leur papa, mon fils, à ces petits moments, ces grands moments d'émotion, quoi. Voilà. Le grand-père est aussi heureux que les petits-enfants qui étaient dessus. Voilà. Mais le grand-père n'y est pas allé? Non. Il tient les anoraks, il tient les sucreries. Eux n'ont absolument pas froid aux yeux. Pour Jordan et Lenny, le Pulsion est une étape incontournable de la foire, un manège réservé aux amateurs de sensations fortes. Moi j'ai fait tous les ans donc je trouve ça bien, je trouve que c'est amusant quoi, moi j'aime bien. Parce qu'il y a beaucoup de sensations quand ça tourne et tout. Au début, la première fois ça fait peur et au bout d'un moment on s'habitue à tourner et voilà quoi, on commence à s'habituer, du coup on n'a plus peur. Rendez-vous familial par excellence, la foire attraction sait comment satisfaire les petits mais également les plus grands. Elle fermera ses portes le 19 novembre prochain, jour de fête nationale.
Culture à présent, l'Opéra de Monte-Carlo accueillait pour la première fois un ciné-concert organisé par les archives audiovisuelles de Monaco. Jean-François Zigel signait l'improvisation au piano de la projection d'un chef-d'œuvre du cinéma, Le Fantôme de l'Opéra, le récit de José Sacré. Le Fantôme de l'Opéra, pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo, c'était les 22 et 23 octobre 2016. Un ciné-concert proposé avec le concours des archives audiovisuelles de Monaco. Adapté du roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de l'Opéra est un film de Rupert Junyan, sorti en 1925, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma muet et du cinéma fantastique. Il a été présenté en version reconstituée, noir et blanc et teintée. 2 mots sur ce film phénomène qui a été un énorme succès à sa sortie. D'abord, tout se passe à l'intérieur de l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris entièrement reconstitué à Hollywood. Oui, à Hollywood, au studio de la Universal. Et c'était pas la première fois qu'il faisait une reconstruction. Souvenez-vous, pour Folie de Femme, ils avaient déjà reconstitué la place du Casino sur la côte californienne. Donc c'est un budget absolument colossal, une équipe technique incroyable, 11 mois de tournage, là où à l'époque, un film était réalisé en 2 semaines. Imaginez-vous. Et puis, un des plus du film, c'est que des séquences entières ont été tournées dans le Technicolor, qui était à l'époque à peine breveté. C'était une première. Donc c'est moitié noir et blanc, moitié couleur. Absolument. Il y a notamment la fameuse scène de bal avec l'arrivée du masque rouge qu'interprète Lon Chaney est effectivement tout en couleur. Lon Chaney, l'homme aux 1000 visages, il a une filmographie absolument impressionnante. Il a commencé très tôt dans le muet et s'est spécialisé dans des personnages un peu de transformistes. Il est une fois unijambiste, une fois aveugle, etc. Et il adorait se maquiller. Il réalisait d'ailleurs lui-même ses maquillages. Et il a composé une sorte de figure qui traversera toute l'histoire du fantastique américain avec ce personnage de monstre, mais qui quand même tombe toujours amoureux. Et ce soir, nous avons en quelque sorte une bande originale, puisque improvisée en direct par Jean-François Zigel. Oui, on en est très ravis d'avoir le maestro Zigel qui va improviser sur ce film, et qui plus est dans un univers bien spécial, celui de l'opéra. Donc c'est vrai que cette alchimie allait de soi lorsqu'on a pensé ce projet avec Jean-Louis Grinda. Moi j'adore faire des ciné-concerts, j'en fais régulièrement, à peu près une dizaine par an depuis vraiment très longtemps. Et Le Fantôme de l'Opéra est un de mes films fétiches parce qu'il charrie en lui tellement d'émotions, tellement d'idées, tellement de contradictions aussi. Il y a le thème de la laideur, le thème de l'amour, le thème de la revanche sociale. Il y a en permanence cette hésitation entre le rêve et la réalité. Et puis il y a toute cette légende du professeur de chant qui possède sa chanteuse, qui l'aime et qui ne la laisse pas vivre. Mais en même temps, c'est grâce à lui qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et ce n'est pas étonnant que cette histoire, puisque c'est une histoire quand même de 1910, un roman de Gaston Leroux, ait donné lieu à 20 comédies musicales et à une dizaine de films, et même un ballet. Donc c'est vraiment une des légendes encore aujourd'hui les plus connues du monde de l'opéra. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Mercredi, amélioration du temps, apparition progressive du soleil. Il fera 17 degrés au lever du jour et jusqu'à 21 degrés dans l'après-midi. Jeudi, belle journée, nuages plutôt rares, les températures seront bien agréables. Vendredi, temps sec et ensoleillé, les températures seront encore douces pour la saison. Ce week-end, le soleil sera au rendez-vous et les températures grimperont jusqu'à 22 degrés le samedi. Et finalement, lundi prochain, le soleil sera toujours de la partie.
C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute notre actualité sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.